et nous fermerons nos portes définitivement le 31 janvier 2015 malheureusement. Et donc c'est l'une des dernières activités avec Friedrich Naumann. Et aussi ce matin même, donc, on nous a refusé une salle d'hôtel alors qu'il n'y avait aucune raison pour nous le refuser, et on était obligé avec AMJI, l'association marocaine du journalisme d'investigation, de se transporter dans un autre endroit étroit mais avec un cœur large, comme on dit au Maroc. C'est donc le local de la Ligue marocaine de défense des droits de l'homme, dirigé par Mohamed Zahri, qui lui-même a été l'objet d'attaques violentes et déshonorantes de la part de la presse, des services secrets marocains, qui l'ont déshonoré dans son fils, et un ami à lui aussi qui s'appelle Cheketo, 3 jours plus tard a été aussi déshonoré, et on l'a montré presque nu dans cette presse des services secrets qui déshonorent le Maroc et qui font du Maroc un pays sur ce point-là qui ressemble plus à l'Iran ou à l'Irak de Saddam Hussein qu'à un Maroc libre. Je dis dans ce domaine-là, donc où on déshonore les gens, où on touche à leur intimité, où on touche à leur famille, et ça devient de plus en plus insupportable, et nous avons honte pour le Maroc. Professionnel est une urgence, c'est que la frontière entre l'information pure et ce que les anglo-saxons appellent l'entertainment, c'est-à-dire l'animation, le programme, etc., est en train de, elle aussi, se réduire à peau de chagrin. Elle est en train quasiment de disparaître. Et l'on voit, c'est peut-être pas le cas au Maroc, je ne connais pas bien la télévision marocaine, donc je ne me prononcerai pas, mais si je prends le cas de la France, on voit les hommes politiques de premier plan souhaiter plus volontiers aller dans des émissions d'entertainment, ce que fait Canal+, par exemple, tous les soirs, que d'aller dans des émissions qui sont directement liées à leur activité, où il y a des journalistes professionnels qui les interviewent, et où il n'y a qu'un thème au sujet, en débat, c'est la qualité que les hommes politiques, ou les hommes de pouvoir, ou les femmes de pouvoir en général, peuvent avoir. Le fait qu'on se prête à des petites blagues, à parler de sa vie personnelle, alors que nous sommes là, non pas pour interroger les hommes politiques sur leur vie personnelle, mais pour les interroger sur leur action politique, est un vrai problème. Et si nous ne revenons pas quelque part aux fondamentaux, qui est d'interroger les hommes et les femmes de pouvoir sur leur action publique, nous sommes à côté complètement de la plaque, parce qu'après tout, qu'ils aiment les mandarines, ou qu'ils aiment le bon vin, ou qu'ils aiment se promener le dimanche après-midi en famille, ne nous concerne absolument pas en tant que citoyens. Ce qui nous concerne, c'est la fiabilité de leur action publique. Cette émission a pour objectif donc de transmettre à tous ceux qui sont concernés par le fonctionnement des médias, et à plus forte raison par la défense des libertés d'expression et des libertés de parole, transmettre quoi? On leur transmet les outils que notre profession, je veux parler du journalisme professionnel, se donne partout, dans tous les pays, dans toutes les cultures, sous toutes les latitudes, pour parer aux menaces, mais plus particulièrement à la menace qui, à notre sens, est la plus redoutable de toutes, la plus perverse de toutes, la plus pressante de toutes. Je veux parler de la menace qui provient de l'intérieur même des médias, de l'intérieur même des journaux que nous faisons et que vous faites, de la menace qui vient du cœur même des journaux. Je veux parler de cette menace qui détruit le contrat social, qui lie les journalistes à leurs lecteurs, quand les contenus rédactionnels des journaux sont trop médiocres, à cause des déficits en formation professionnelle, à cause des déficiences collectives ou individuelles, et trop irresponsables à cause de l'ignorance des règles déontologiques et éthiques du journalisme et du discrédit qui en résulte alors de la part des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs vis-à-vis des journalistes dans l'opinion publique. Nous appartenons partout à une profession qui est souvent discréditée, très critiquée, très mal jugée, dans tous les pays, dans toutes les sociétés. Il n'y a pas d'exception à ce constat. Et les dégâts que peuvent provoquer
ces manquements qui résultent soit d'une absence de formation professionnelle, soit de l'ignorance des règles déontologiques et éthiques qui permettent de faire la différence entre le journalisme professionnel digne de ce nom et tous les prétendus journalismes, les journalismes bidons, les pseudo-journalismes qui prolifèrent aujourd'hui grâce ou à cause de la multiplication de nouvelles technologies. Ces dégâts-là, nous avons pu les constater, notamment en Tunisie et en Algérie, bien que l'état des médias dans ces deux pays soit très différent. Alors là, qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous ne sommes pas là pour faire la leçon à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons de morale ou de déontologie ou d'éthique. Nous sommes là, nous observons des situations. Et quand nous observons des situations qui ne collent pas aux exigences de notre métier, nous en parlons avec les intéressés. Évidemment, derrière tout ça, il y a une certaine conception du journalisme qu'il vaut mieux affirmer, et je pense que là, même si je ne vous connais pas, nous partageons cette conception, c'est que le journalisme professionnel, qui travaille sur une marchandise de l'information qui n'est pas une marchandise comme les autres, mais qui est une marchandise sociale, quel est son rôle finalement? Il sert à quoi? Nous sommes au service des gens, nous sommes au service des peuples. Et si je paraphrase la déclaration de l'UNESCO sur les médias qui date de 1979, nous, les journalistes professionnels, nous servons le droit à l'information des gens, qui est devenu à notre époque un droit aussi fondamental que le droit à la liberté, le droit à la santé, le droit au progrès, le droit à l'éducation, ces grands droits universels qui sont inscrits dans tous les textes de référence de notre planète. Et ça veut dire qu'à partir du moment où nous sommes au service des autres, nous devons nous imposer, parce que nous avons une responsabilité sociale éminente, nous devons nous imposer un certain nombre de disciplines à la fois techniques et comportementales, parce que la seule bonne façon, la façon honnête de faire ce métier, consiste en permanence à élever le plus haut possible notre degré personnel d'exigence, notre niveau d'intégrité individuelle et collective. Hassan II, au niveau de la santé. Et donc, nous assistons de 1997 à 2003 à une deuxième phase, qui est pour moi une parenthèse libérale, qui est réellement la seule parenthèse libérale que nous avons connue. Pourquoi? Et là aussi, il y a 4 facteurs fondamentaux. Le premier facteur, c'est que, parce que 97, c'est la naissance du journal. 2 ans après, on a Sahifa, l'Ayam va venir plus tard, tel quel 2001. Je vous donne juste quelques repères pour que vous réalisez les dates. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veulent dire ces dates? Bon, il y a d'autres exemples, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que c'est que cette phase? 97-2003, c'est en même temps. La pluralité de la parole devient possible parce que, sortie des prisonniers politiques, l'ouverture vers les fondamentalistes qui commencent à s'exprimer dans l'espace public, et ça c'est déjà le premier point est complexe. Il y a une pluralité possible et des journaux qui sont ouverts à cette pluralité parce qu'ils ont un actionnariat qui est sans allégeance économique ni politique. Qu'est-ce qu'il a fait rendu possible? La campagne d'assainissement a rendu quelques hommes d'affaires capables de suivre, mais pas seulement. Dans le palais même, aux côtés de Hassan II, il y a des libéraux qui disent non, il faut qu'on ouvre davantage, c'est pas possible. Et du côté du prince héritier, il y a des gens qui veulent jouer sur les droits de l'homme pour se positionner par rapport à son père qui est déjà, on sait qu'il est mourant dans quelques années. Donc, ça, je ne vous dis que les résultats de beaucoup d'entretiens et de recoupements. Donc, cette phase-là, elle est possible par rapport à cette ambiance-là. Deuxièmement, l'alternance politique qui devient possible, qui est en train de s'annoncer, qui ouvre un horizon.
et ça c'est fondamental parce que c'est une adhésion, la question de la représentation reprend sens, donc la question de la liberté de la presse est fondamentalement liée à cela. Troisième élément entre 1997 et 2003, c'est essentiellement la question de la succession qui fait que nous sommes dans un moment de tâtonnement, de recherche de relais, de recherche d'ouverture possible pour voir le champ comment il est. La plupart des chefs d'entreprise de presse de la phase libérale viennent de l'école de Jean-Louis Servan-Schreiber, donc la vie éco jusqu'à 96-97, Ben Chimsi, Abou Bakr Jami, Ali Ammar, Ali Mrabat, tous étaient là. Donc, nous sommes en train de vivre ce moment. Ce moment, il va s'arrêter. Bien sûr, il va commencer à s'essouffler en 2002, avec les débuts de quelques procès, mais c'est 2003, avec le 16 mai, que le paradigme sécuritaire va venir comme un poids sérieux qui va changer la donne. Avec le discours d'ouverture du Parlement de 2002, dans lequel le roi dit que la priorité est économique et que la croissance économique et que la question démocratique peut attendre que la question économique évolue davantage. Il ne faut jamais oublier ce discours.